Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation des jeux Mystea et Ikayon. Non pas séparément parce que j'ai pas suffisamment de joueurs en période de confinement pour y jouer, mais avec l'extension The Fall qui permet de jouer en coopératif et en solo. Alors je me suis penché sur le jeu, je vous montre ça à l'instant. Ma présentation, ma critique, Mystea The Fall. C'est parti. Alors, comme vous voyez, énormément de matériel sur la table parce que pour y jouer en mode coopératif et en solo, on doit combiner les deux boîtes de Mystea et Ikayon. Donc, c'est deux produits arrivés en 2019-2020 de la compagnie italienne Tabula Game. Permet initialement de le jouer de 2 à 5 joueurs, mais combiné ensemble, on peut en faire une partie coopérative ou solo. Alors, je tenais à l'essayer. J'ai reçu le jeu récemment. Je vous ai fait un déballage sur la chaîne. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, je vous invite à aller voir l'onglet qui apparaît à l'instant à l'écran. Au niveau du jeu, on va y aller avec une brève explication des règles et finir avec ma critique du mode coopératif et solo avec The Fall. C'est un jeu donc de 1 à 5 joueurs pour la version solo ou coopératif, 90 à 120 minutes. Beaucoup plus près du 120 minutes, en tout cas pour ma première partie. Ça a été une longue expérience d'apprentissage parce que il y a beaucoup d'adaptations de règles à faire par rapport au jeu de base. Il y a des icônes qui ne servent pas, donc c'est un amalgame de deux jeux. Ça rend le tout un peu plus complexe. C'est pas vraiment complexe à jouer, il faut juste bien assimiler les règles. Alors c'est pour ça que c'était un peu plus long. Degré de complexité de 4 sur 5 sur BGG. Je pense qu'il est plus épeurant que d'autres choses. Un coup qu'on a compris, ça se passe bien quand même au niveau du gameplay. Alors, si on regarde au niveau des règles, donc on a ici The Fall qui vient donc avec le livret que j'ai montré tantôt. Donc c'est l'explication du jeu et on a ici au début tous les composantes qu'on doit prendre pour y jouer en coopératif. Donc on a le deck qui vient avec Mystea de Fall, qui est un deck coopératif si on veut. Ensuite, on a tous les composantes de Ikayon qu'on doit récupérer. Donc, c'est le plateau, le plateau ici de joueurs des événements, les différentes cartes, les ressources qui sont les gemmes, les énergies, les figurines, bref, pas mal de matériel, ainsi que tous nos marqueurs de Harvest. Donc, c'est des machines qu'on va pouvoir construire. Et ensuite sur Mystea, on y va avec les îles flottantes. Le plateau nous permet ici d'ajouter ce qu'on appelle les îles flottantes. Donc ça c'est assez intéressant, qui vont être posées aléatoirement. Donc les deux jeux ont été faits pour combiner ensemble, ça c'est la bonne nouvelle. Les cartes et tous les figurines. Bref, ça fait énormément de matériel à récupérer dans les deux boîtes. Je vous dis tout de suite, je suis pas vraiment fanatique de ce système-là, puisque ça cause un temps assez considérable de mise en place et de rangement du jeu. Bon, reste à voir comment je vais y parvenir. On y va donc avec la mise en place, donc on y va en mettant nos différentes îles aléatoirement sur le plateau. Les emplacements sont prévus vraiment à cet effet, donc on a des emplacements ici. Le plateau est réversible dans ce cas ici. C'est essentiellement des régions dans lesquelles on va collecter des ressources. Donc on a différents ici cristaux de couleurs qui vont nous permettre d'accomplir certaines actions. Et c'est avec ces fameux cristaux-là qu'on va pouvoir éventuellement remporter la partie. Quel est le but de la partie? On va avoir ici un colosse qui se promène autour du plateau et qui va essayer d'envahir le monde d'Ikayon. Donc le board qui est ici représente le monde d'Ikayon. Les îles flottantes ici sont les îles flottantes de Mystea. Et la prémisse du jeu, donc les îles tombent sur le monde d'Ikayon. On envahit le monde. Alors nous, simples aventuriers, on va essayer d'user de nos pouvoirs pour essayer d'éradiquer ce fameux colosse-là. Donc on va se concentrer sur le colosse, tout en gérant tout ce qui va se passer autour, parce qu'on a une façon de gagner, c'est de vaincre le colosse, mais on a plusieurs façons de perdre, un peu à peu près comme tous les jeux de coopératifs à la pandémie et compagnie. Si éventuellement on prend le contrôle de la ville, si les monstres prennent le contrôle de la ville, ici on a la ville centrale, on a perdu, donc dès qu'il y a 5 ennemis qui rentrent dans la ville, c'est perdu. Donc on va devoir un tower defense qu'on va devoir faire ici pour éviter que ça arrive. Lorsqu'une île est vidée de tous ces personnages, donc eux vont arriver
Lorsqu'ils vont arriver en jeu, tous les monstres vont être sur l'île et éventuellement vont se promener sur le plateau. Et lorsqu'une ville va être vide, une ville flottante, à ce moment-là, on a également perdu. Pour ce faire, on va devoir aller combattre différents ennemis. Et lorsqu'on les anéantit, on les remet sur les îles flottantes. Donc, c'est notre façon de gérer les fameux personnages en question. On a également la valeur de défense de la ville qui est ici. Donc le plateau de score qui est autour va être les points de vie de la ville. Donc j'ai pris un marqueur, c'est pas celui-là qui nous demande de prendre, mais je pense que ça va mieux. Alors je le mets sur le plateau à 99 pour partir la partie. Donc c'est les points de vie si on veut de la ville. Et à chaque fois qu'on va se faire attaquer, on va perdre des points de vie. Si jamais le point de vie de la ville tombe à 0, c'est qu'on a également perdu la partie. On a été envahi par l'ennemi. Et dernière façon de perdre, c'est les machines qu'on a sur le plateau. Lorsqu'on commence la partie, chacune des régions ont les 3 machines correspondantes à sa couleur. Donc ici j'ai les cristaux, j'ai les 3 machines qui sont ici l'Harvest qui va me permettre de récolter des ressources. J'ai le Scavenger ici qui va me permettre d'aller construire des fortifications. Et j'ai le renifleur, si on veut, qui lui va me permettre d'anéantir des ennemis dans mon secteur. Donc chacun des secteurs de la map représente des cristaux de couleur. Donc les cristaux jaunes vont être pour les terrains jaunes, les bleus pour les bleus. C'est assez simple à comprendre à ce niveau-là. Il n'y a aucun texte au niveau du jeu, que ce soit dans les cartes, sur le plateau. Donc ça se joue à peu près dans toutes les langues. Il faut juste avoir accès au fichier des règles qui est disponible en français. Avec l'achat du jeu, je pouvais l'acheter, mais également c'est disponible directement sur le site de Tabula Game pour pouvoir le télécharger. Donc c'est assez simple à ce niveau-là. Pour la prémisse du jeu, c'est ce qu'on doit faire, donc anéantir le Colosse qui est ici. Notez que lors de la première campagne, j'avais acheté ici Volfirion, qui est l'espèce de dragon qui venait avec le premier jeu de cartes. Je pourrais très bien le remplacer par un autre parce que j'avais les cartes pour y jouer. Alors ce qu'on doit faire au début de la partie, c'est choisir notre niveau de difficulté. Donc dans le livre de règles, on a ça ici. On peut choisir donc selon le niveau de difficulté facile, normal ou difficile. C'est le nombre de, ici ce qu'on appelle des shards, donc des pierres si on veut, qui vont être à la base du colosse, qui va être de difficulté en grandissant, donc de niveau 1, 2 et 3. Et là, ça dit le nombre que j'ai. Donc en facile, j'ai 3 de niveau 1, 5 de niveau 2 et 2 de niveau 3. Et plus on s'en va vers le difficile, on a moins de niveau 1 et beaucoup plus de niveau 3. Donc c'est comme ça qu'on va gérer la difficulté du jeu. Ça c'est bien, ça ajoute un petit peu à la rejouabilité du jeu. Alors c'est ces fameuses pierres-ci qu'on a dans le jeu. Donc, ces différentes pierres, à la base, vous verrez probablement pas parce que c'est très petit, mais on a un chiffre qui apparaît à la base de la pierre. Donc, on prend le nombre qui est marqué selon ce qu'on a dans le livre, selon le degré de difficulté. On va mélanger et on va prendre au hasard 5 qu'on va distribuer à l'intérieur du colosse ou de Volfirion si vous y allez avec d'autres créatures. Et donc, on ne saura pas vraiment le degré de difficulté de notre personnage, mais on sait que ça va aller... Il y a plus de chances que ce soit plus difficile si on prend en mode difficile qu'en mode facile. Le reste des pierres, parce qu'on en a sélectionné une dizaine et on en a besoin de 5, on met ça dans un contenant hermétique, un sac. J'ai pris un sac fermé. Là, je les mets ici pour vous les montrer. Et éventuellement, on va piocher dans ces pierres-là pour pouvoir faire des points de déplacement de notre colosse. Alors, ils auront une double utilité dans le jeu. Alors, ce que vous voyez ici sur le plateau, c'est la fin d'une partie. Donc, ça ressemble à ça, un coup terminé. On a ici différentes machines qui ont été anéanties par mes envahisseurs. Mais lorsqu'on débute la partie, on va mettre dans chacune des régions les 3 machines différentes pour chacune des régions. Donc, toutes ces machines-là vont être directement sur le plateau de jeu, comparativement à la partie de base où chacun des joueurs a un plateau comme ci, dans lesquels on va mettre les machines et qu'on va les sortir éventuellement pour les déposer sur le site. Un peu à la site ou autre jeu du genre avec des bonus en dessous selon lorsqu'on va les récupérer. Mais on ne se sert pas de ces plateaux individuels-là lors de la partie coopérative et solo. On va tout simplement toutes les mettre sur le plateau de jeu en partant. Alors on va plutôt les perdre lorsqu'on va se faire attaquer. Alors on a accès à toutes les machines sur les lieux. Ensuite, on va prendre les golems, qui sont les gros personnages qui sont ici. On va les distribuer sur les îles. Les îles sont mises aléatoirement et on les met dans chacune des régions différentes. Pas vraiment d'importance, il faut juste que ça soit dans des régions différentes. Alors, on y va comme ça, en alternant d'une à l'autre. Et on
on distribue nos gros golems sur les îles. Ensuite, on va mettre ces 4 dans chacune des régions et on met 4 des petits, ici des troupes, qu'on va mettre dans les 2 autres régions. Donc on remplit 4, 4, 4 et on a les golems sur des régions différentes. Le reste, on remplit avec des troupes. C'est comme ça qu'on va partir. Donc il n'y a aucune autre ressource qui apparaît sur le plateau à part nos machines qui sont dans nos secteurs à nous. Et les îles, tous les monstres sont concentrés sur les îles. On va avoir ici un deck de cartes qui arrive avec le jeu, qui nous donne, dans le cas présent, 4 monstres dans lesquels on va devoir affronter. Donc c'est les 4 monstres qui sont ici. On va en piocher une en partant et on va la positionner sur le jeu. Donc je prends la figurine correspondante dans le cas présent et on regarde ici avec l'icône, ça nous dit où est-ce que c'est installé. Encore là, c'est pas très intuitif dans le cas présent. On a ici une représentation sur le plateau qui dit que dans le cas présent, c'est cette aile-ci, donc avec les cristaux, le bleu et le vert. Donc on regarde cristaux bleu et vert, c'est ici. Donc je mets ma figurine ici. C'est en partant, j'ai toujours un monstre qui arrive en jeu. Éventuellement, j'en aurai d'autres qui vont apparaître. Le monstre, lui, va rester sur l'île, il ne se déplacera pas, mais lorsqu'il va avoir une action d'attaquer le village, il va prendre ses points d'attaque. On va attaquer le village, donc c'est les points de vie de notre ville qui vont diminuer d'autant. Alors, on peut s'en débarrasser. Pour ce faire, il va falloir se rendre là et être capable de l'attaquer. On a un monstre qui est en jeu, on a toutes nos figurines qui vont être sur nos îles. Alors, on est prêt à partir, on va se choisir chacun personnage. Donc, parmi les personnages qu'on a dans les 2 jeux, on va recevoir une carte de chaque jeu. Donc, une carte de Caillon, une carte de Mystéa, et on va choisir. Donc, dans le cas présent ici, j'ai la créature que j'ai en jeu ici. Donc, on a ici mes personnages dans lesquels on va mettre les socles. Alors, ici, j'ai la créature que j'ai choisie parce que lorsqu'on fait une partie en solo, on y va avec 2 personnages et on va alterner entre les 2 personnages. Sinon, on y va donc selon le nombre de joueurs. On va se sélectionner un personnage et on va recevoir un nombre de jetons de fortification selon le nombre de joueurs également. En solo, on prend nos marqueurs de notre couleur, donc on en a 3 chacun. C'est des fortifications qu'on va pouvoir installer sur le jeu. Et on se rajoute 2 jetons de couleur neutre. Donc on va en avoir un total de 5. Encore là, ça c'est décrit ici dans les règles. Donc à 5, on en a seulement une fortification. Si on joue à 2, c'est 3 fortifications et plus 2 d'une autre couleur. Donc pour un total de 5. Ça sera une des actions qu'on pourra faire lorsqu'on va activer des machines pour pouvoir mettre des fortifications sur des emplacements qui va nous permettre de se déplacer plus rapidement. Donc c'est quand même pas négligeable parce qu'on a vraiment besoin de se déplacer rapidement sur la map. Ensuite, on va avoir un deck ici avec 5 cartes qu'on va récupérer de chacun des jeux qui sont les cartes de nos emplacements. Donc les cristaux, la rivière, on va avoir ici la forêt. Et on va avoir les espèces de cavernes qui sont ici avec ce qui est en jaune. Donc on va avoir 10 cartes au total qu'on va éventuellement mélanger. Mais on va additionner avant ça ici les cartes de colosse. Donc c'est des cartes de déplacement de notre colosse qui est ici. Encore là, ça va aller dans notre deck. Et on a une carte de tempête, la Storm, qui elle va donc être une carte qui va activer de quelque chose de vraiment pas utile pour nous. Donc ça va tout être mélangé, tout ça. On va éventuellement faire une pioche qu'on va mettre sur notre plateau d'événements. Donc on met le plateau d'événements selon le nombre de joueurs. On a ça ici identifié avec le nombre de joueurs. Donc partie en solo, j'y vais avec une configuration 2 joueurs. On met ça ici pour déterminer notre pioche. Je mets à côté ici les cartes restantes de monstres. Éventuellement, on va en piocher. On a ici également des cartes d'air, donc l'air 1, l'air 2 et l'air 3. On va tout simplement mélanger toutes ces cartes-ci. On va mettre ça sur les emplacements correspondants qui sont ici sur le plateau. Qui seront essentiellement notre deck d'attaque. C'est avec ça qu'on va attaquer notre ennemi. Mais pour les activer, il va falloir dépenser nos fameuses ressources qui sont ici. Donc, c'est des ressources qu'on va pouvoir aller collecter. Donc, lorsqu'on part, on va avoir nos cartes de personnages, nos fortifications. Bon, ensuite, on va se servir de ces jetons-ci simplement pour identifier l'ordre des joueurs. Donc, 1, 2, 3, 4. On va les mettre sur chacun des joueurs. Et éventuellement, on va pouvoir utiliser nos compétences, chacune des personnages. Donc, j'ai la carte ici de Anout,
qui lui a une compétence d'avoir 2 d'attaque supplémentaires. Donc c'est de base sur mon personnage. Lorsque je ferai des attaques, je vais bonifier mon attaque de 2. Et j'ai ici la caractéristique d'utiliser mon artefact pour ajouter un autre 2. Donc l'artefact est ici, je vais la retourner si je l'utilise et à ce moment-là, je vais additionner un 4. Donc c'est à ça que va servir ici mon jeton, ça va être en mesure de l'utiliser. Donc du côté avec la lumière ou pas de lumière. Même chose pour mon personnage, la créature ici, qui me permet dans mes caractéristiques d'utiliser un point de mouvement pour déplacer n'importe quel personnage. Donc je peux prendre le contrôle de mon autre personnage et le faire bouger, ce qui est quand même bien. Et ma caractéristique ici, lorsque j'utilise ma compétence ici de mon artefact, me permet d'aller copier l'autre personnage ou les autres personnages, un de mon choix. Donc dans le cas présent, ce sera celui-ci. On a nos cartes donc qui vont nous permettre de faire cette activation-là. On a également des cartes qui vont apparaître lorsque le colosse viendra en activation, qui va réactiver nos artefacts. Donc on a intérêt à les utiliser. J'ai des cartes d'aide-mémoire qui sont toujours pratiques. Ensuite, on va positionner les personnages sur le plateau. Donc, on va toujours avoir des personnages des 2 boîtes. Dans le cas présent, j'ai un personnage de Mystea, qui est Anout. Et Anout va, donc, vu que ça vient de Mystea, c'est les îles flottantes. Donc, il va être à proximité d'une des îles de mon choix. Alors, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement la mettre... donc à proximité d'une des îles de départ, c'est à mon choix. Alors on va toujours se déplacer d'un jeton, ce qu'on appelle une note, donc un point blanc, vers un autre. Donc c'est notre chemin, c'est toujours d'un point blanc à un autre. Lorsqu'on va utiliser une fortification pour la mettre, ce que ça va nous faire, c'est qu'on ne contrera pas celui-là comme un déplacement, puisqu'on va avoir une fortification, donc ça va accélérer notre mouvement, c'est un peu le but. Alors je me mets à proximité d'une des îles de mon choix. Et même chose pour mon autre personnage qui forcément vient de Ikayon. Ikayon, lui, il va défendre la ville. Alors je fais la même chose, je le mets à proximité d'un des emplacements autour de la ville centrale. Alors on va toujours se trouver à mi-chemin entre 2 emplacements. Donc dans le cas présent, j'ai les cristaux et la forêt. Ça va être mes ressources de départ. Donc je vais tout de suite partir avec un vert et un rose. Donc, c'est les 2 cristaux de départ de ma créature. Je mets ça sur le personnage. Même chose ici. J'ai un rouge ou un rose et un jaune. Ça sera mes 2 caractéristiques de départ. Alors, un coup, j'ai fait toute la mise en place. Donc, j'ai replacé le jeu pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, c'est 3 machines dans chacune des régions de la couleur correspondante. Je suis daltonien, j'ai peut-être fait une erreur ou 2. Mais la prémisse du jeu, c'est qu'on a un personnage d'Ikayon qui défend ici la ville. Donc les personnages d'Ikayon commenceront autour de la ville. Tous les personnages de Mystea commenceront autour des îles. Et on a 4 golems et 4 troupes dans chacune des 2 autres régions. Donc ma mise en place est complétée. Il me reste une chose à faire, c'est de révéler un nombre de cartes selon le nombre de difficultés. Donc si j'y vais en mode facile, on se rappelle que j'ai sélectionné des pierres correspondantes au niveau de difficulté, mais également je vais retourner 2 cartes pour débuter, mode normal 3, mode difficile 4, donc c'est le nombre de cartes que je vais révéler pour débuter la partie. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on tourne une carte ici, on regarde, c'est les lots. Alors on est à proximité ici de notre personnage, donc c'est lui qui va être notre point central si on veut. Première chose qu'on regarde, est-ce que j'ai des personnages qui sont dans le secteur extérieur, donc j'ai des terrains qui sont à l'extérieur, ce qu'on appelle outside, puis j'ai les inside ici, donc les terrains qui touchent directement à la ville. Je vais faire progresser tous les personnages vers l'eau, qui est ici, puisque c'est une carte d'eau, vers le terrain intérieur, près de la ville, mais présentement j'en ai pas, donc je fais fi de ça. Ce qu'on fait également, on regarde le personnage, le colosse ou ce qui est, et je regarde si j'ai de l'eau ici. J'en ai ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer dans chacune des deux terrains adjacents à mon île ici, 2 personnages de l'eau vers le côté intérieur. Donc, éventuellement, ils vont progresser. Donc, j'ai 2 troupes qui ont fait leur apparition. Chose à prendre en considération, il ne faut jamais avoir 3 monstres par région. À ce moment-là, c'est une attaque. Donc, si j'ai 3 monstres, je vais commencer à perdre des équipements. Et c'est un peu ça qu'on doit défendre également. Donc, c'est une des façons de perdre. Puis, c'est également des actions bonus qu'on a. Donc, on va essayer de protéger ça.
Donc, j'ai fait ma première activation. Ce que j'ai fait, c'est mon activation de l'eau. Je tourne ma deuxième. Alors ici, j'ai les cristaux. Je fais la même chose. Je regarde si j'ai des cristaux. Donc, est-ce que j'ai des monstres qui peuvent aller dans le secteur cristaux? J'en ai un. Ici, j'en ai un de placé. Donc, lui, il va avancer ici, vers l'intérieur de la ville. Alors, je n'ai pas d'autre qui peut bouger présentement. Donc ça a bougé. Et ce que je fais, c'est que je vais regarder toujours à côté de l'emplacement de mon colosse. Ici, j'ai des cristaux, donc un s'en va là, un s'en va là. Ici, j'en ai pas, donc ça bouge pas. Alors, mes deux premières cartes d'activation sont faites. Je peux donc commencer la partie. On va donc alterner entre mes personnages. C'est Anout qui va commencer la partie. Alors, Anout est présentement près de l'île qui est ici. Il peut faire différentes actions. Alors, si on résume les actions possibles pour un personnage, on a ça ici. Donc, on peut faire Move, Collect, Deposit, Attaque, Attaque ennemi, Attaque Monster ou Investiguer notre colosse. Donc, c'est les actions qu'on peut faire. On a toujours 3 actions par tour. Alors, si je fais une action de mouvement comme étant ma première action, j'ai le droit à 2 déplacements. Si je la fais n'importe quel autre temps durant mon cycle d'action, c'est seulement un mouvement à la fois. Je peux répéter la même action plusieurs fois aussi durant mon tour, donc c'est permis de bouger, bouger, attaquer, ou attaquer, attaquer, attaquer si je veux. Il faut que j'en fasse 3, mais c'est de mon choix. J'ai également des actions bonus. Les actions bonus vont être d'activer les machines qui sont à proximité de moi. Donc je pourrais décider n'importe quand durant mon tour, à l'emplacement où je suis, avant ou après mon action, d'activer les machines à proximité de mon emplacement. Et l'autre action bonus que je peux faire, c'est que je peux utiliser ma fameuse relique. Donc, je la tourne de côté et je fais mon action bonus en lien avec mon personnage. Donc, dans le cas présent, les monstres qui sont sur l'île, je ne peux pas les attaquer. Ils sont présentement sur mon île flottante. Je vais devoir attendre qu'ils débarquent. Présentement, ça se passe de ce côté-ci. Mais je sais que lui, il va toujours tourner du sens des aiguilles d'une montre. Donc, je pourrais m'en venir de ce côté-ci, sachant qu'il risque de bouger éventuellement. Mais ça peut aller vite. Donc, je ne sais pas de quel côté, si ça va progresser rapidement ou pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger de 1, 2, première action. Deuxième action, je vais faire ce qu'on appelle un harvest. Donc, je vais aller collecter mes ressources. Donc, je regarde tous les territoires que je touche présentement et je me prends une ressource de chaque. Donc, c'est un jaune, un blanc et un bleu. Donc, c'est les 3 ressources que je me ramasse ici pour faire mon action de collecte. Je mets ça sur mon personnage. J'ai le droit d'avoir en tout temps 6 cristaux comme maximum. Je ne peux pas en avoir plus. Si jamais j'en prends plus, je vais devoir en défausser. Alors, c'est une possibilité que j'ai à faire. Je peux également activer une des machines qui est ici. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, Harvest, c'est ici l'excavatrice. Ça me permet d'aller chercher une ressource d'un des territoires gratuitement. Je peux également utiliser ici le Scavenge pour aller placer un pion de fortification. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais mettre ici une fortification sur mon personnage. Éventuellement, ce point-là de déplacement ne sera pas compté pour n'importe qui passe, incluant mon allié. Donc, dès qu'on passe ici, on ne comptera pas cet emplacement-là comme un déplacement. Donc, on va accélérer notre déplacement. Et dernière chose que je peux faire, c'est utiliser ici mon canon pour mon renifleur pour me débarrasser d'un ennemi sur mon plateau. Il y a des priorités dans les ennemis, je vais vous revenir avec ça. Donc, j'ai fait une action de déplacement, une action de collecte. Il me reste une action parce que l'action de ma machine était gratuite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'approcher ici de la ville pour 1. Donc, j'ai fait un autre déplacement. J'ai complété mon tour. Lorsque j'ai complété mon tour, on passe à l'ennemi. L'ennemi, ce qu'il fait, c'est qu'il va retourner une carte. Et on regarde ici. Donc, j'ai un deuxième cristaux qui apparaît. Lorsque j'ai une deuxième carte du même territoire qui apparaît, c'est une invasion qui va se passer. Alors, c'est un peu différent. Ce qui arrive à ce moment-là, c'est que tous les îles qui représentent un cristaux, donc les terrains comme ça, vont nous envahir. À ce moment-là, on va sortir autant de personnages qu'on a d'emplacement. Donc, je regarde ici, cristaux, donc j'en sors un ici, les 2 terrains adjacents, donc c'est déjà vide ici. Ici, j'ai les golems qui sont là. Les golems vont faire la même chose, vont sortir parce qu'ils sont sur l'emplacement ici. Donc, un dans chacun des territoires qui touchent. Même chose ici, j'en ai pas. Ici, j'en ai 2, donc on s'en va là et là. Et ici, j'en ai pas non plus. Donc, le jeu est balancé par le nombre d'emplacements. C'est comme ça. Si j'ai en tout moment besoin de sortir un personnage, de bouger un personnage, et je ne suis pas en mesure de le faire parce que j'ai plus de personnages disponibles,
c'est 5 points directement qui s'en va en pénalité. Donc ma ville commence à se faire envahir. On va perdre 5 points de vie si on veut à notre ville à chaque fois qu'on ne peut pas déplacer un personnage. Donc ma deuxième action est faite. On a fait un envahissement de nos... là on voit que ça commence à se déplacer rapidement. On passe donc à notre autre personnage qui est la créature qui est ici. Créature qui commence ici, ce qu'on peut faire comme action, c'est toujours ce qui est ici, donc bouger, collecter ce qu'on vous a posé. Et là, déposite, c'est ce que je vais vous montrer à l'instant. J'ai 2 ressources ici sur mon personnage. On voit que j'ai 5 emplacements dans la ville. Alors, si j'ai pas d'ennemis qui sont à l'intérieur, donc si j'ai des ennemis qui vont rentrer, ils vont occuper une place, je pourrais pas mettre de cristaux qui est dessus. Mais présentement, donc, je pourrais dire, je vais prendre une ressource verte que je vais mettre ici. C'est une ressource qui va être disponible à toute l'équipe, à utiliser n'importe quand, et c'est en plus de notre limite de 6. Donc, c'est toujours avantageux de pouvoir faire une action de déposer une ressource sur notre ville. Ça l'aide tout le monde. Par contre, bon, ça prend un emplacement et ça prend également une action pour le faire. Donc, c'est ma première action. Je vais activer, puisque ici je suis adjacent, donc je vais activer gratuitement mon renifleur pour me débarrasser tout simplement de lui. Donc, dès que je m'en débarrasse, je vais le remettre dans une île de mon choix. Donc, on a vu que ça s'est vidé. Alors, je vais le remettre ici pour... donc, je le mets dans une ville de mon choix, dans une île de mon choix, dans un emplacement valable, bien sûr, et c'est dans la limite de mes 4 que j'ai. Donc, j'ai activé mon renifleur pour pouvoir me débarrasser d'un ennemi. C'est mon action bonus, donc je suis toujours en action. Je peux également attaquer un monstre, ce que j'ai pas, et je peux investiguer le colosse. Le colosse qui est ici, c'est peut-être ce que je voudrais essayer de faire. Pour investiguer le colosse qui est ici, je vais devoir dépenser les 2 ressources qui sont à proximité de lui. Donc, soit le bleu ici, ou donc de l'eau ou de la forêt. Il faut que je ramasse de l'eau et de la forêt. Présentement, ici, j'ai une forêt disponible que je vais pouvoir utiliser. J'ai pas d'eau. Et ça, je vais devoir y aller en paire. Donc, ça me prend une paire des 2 ressources qui sont ici, selon le nombre qui est sur la pierre que je collecterai. Si je prends une pierre de niveau 1, ça me prend simplement une paire. Mais si je prends une pierre de niveau 3, ça va me prendre 3 ressources de chaque. Donc, ma limite de 6. D'où l'importance d'avoir des pierres ici dans le centre. Donc, ça devient assez problématique. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai fait une action de déposer. Je vais faire une action d'avancer. Et là, je peux avancer seulement de 1, puisque j'ai déjà fait une action. Et ici, j'ai 2 personnages. Je pourrais décider de l'attaquer. Par contre, on voit ici que j'ai besoin des ressources blanches pour pouvoir l'attaquer. Et j'ai aucune pierre de blanche. Donc, ça serait pas vraiment judicieux de le faire parce que je dois dépenser des pierres pour pouvoir attaquer, pour tourner des cartes. Donc, si je dépense une ressource de la couleur du terrain qui est ici, je vais tourner une carte de niveau 1. Je peux décider de déposer une deuxième pierre, toujours blanche, pour tourner une carte de niveau 2 et une troisième de niveau 3. Je vais additionner le nombre de points. On vous reviendra avec un exemple plus tard, mais c'est ma façon de procéder pour les combats. Présentement, je ne peux pas l'attaquer. C'est la même chose pour l'ennemi. Si je me rends à proximité de l'ennemi, je peux l'attaquer en défaussant des pierres qui sont présentes sur l'île pour pouvoir l'attaquer. Mais il faut se rendre à proximité de l'île pour pouvoir le faire. Pour le colosse, il faut que je me rende sur sa pierre pour pouvoir l'investiguer, mais ça me prend des pierres ici correspondantes. Je vais donc avancer ici pour me rendre à proximité et donc ça complète mon tour pour mon personnage. À ce moment-là, je vais tourner pour le tour de l'ennemi une carte et on a le colosse qui fait son apparition. Alors le colosse, on fait fi de ce qui est marqué sur la carte, on va simplement l'activer. Première chose qu'il fait, ici j'ai des parasites. Donc on prend 2 parasites qu'on va mettre à proximité des 2 emplacements où il est. Les parasites ne bougeront pas. Les pions les plus faibles si on veut, mais l'ordre d'attaque c'est toujours du plus gros au plus faible. Donc lorsqu'on attaque plusieurs personnes sur un emplacement, on va commencer par attaquer les golems, ensuite on va attaquer les troupes, qui sont les petits personnages ici, et finalement on va prendre les parasites. Par contre l'avantage des parasites, si je réussis à le tuer, je vais récupérer le parasite et ça représente une pierre précieuse si on veut de n'importe quelle couleur, donc je peux l'utiliser sur mon personnage. Ça fait pas partie de mes 6 maximum que j'ai et je peux avoir 2 parasites sur ma carte en plus, donc ça augmente mes possibilités. Donc c'est assez intéressant de s'en débarrasser pour ça. Alors lorsque on a fait les parasites, le personnage ici va attaquer la ville et là on a des caractéristiques dans le livre de règles de chacun des personnages.
Donc c'est à prendre en considération ça. J'aurais peut-être aimé avoir une carte de référence qui est en lien avec ça. Pourquoi c'est 13 ici et 9 ici dans le plateau? Grand mystère pour moi. Ça va être à voir un peu plus tard, mais donc j'ai ici le point d'attaque, donc c'est 9 points d'attaque pour mon personnage. Et on a des caractéristiques spéciales ici. Donc à chaque fois que ce personnage-ci est en jeu, donc présentement c'est le cas, j'aurais dû vous le dire dès le départ, je ne peux pas avoir un bonus d'éradication. Donc je vous montrerai qu'est-ce qu'il y en est. Lorsqu'on attaque, on peut avoir des bonus en attaque. Lorsque lui est présent, ça m'empêche de les avoir. Alors, on a vu que c'était 9 points supplémentaires qu'on perdait, donc 95, 86. Donc, on diminue assez rapidement. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va piocher parmi les pierres restantes. On regarde le chiffre qui va dessus. Donc, dans le cas présent, c'est 2. Je mets ça de côté et on bouge de 2. Lui est toujours positionné dans le centre de 2 îles, donc une note, un emplacement qui est dans le centre de 2 îles, et je me déplace dans le sens des aiguilles horaires d'une montre de 2. Donc je m'en vais 1, je m'en vais 2, et notre personnage est rendu ici. Donc on voit qu'il se déplace quand même assez rapidement sur le plateau. Moi qui s'en venais ici pour investiguer dessus, malheureusement je ne pourrai pas le faire. Peut-être que ça va être mon autre personnage qui est ici qui va devoir se rendre là. Donc on va devoir gérer le plateau de façon efficace à ce moment-là. C'est maintenant le tour donc, de mon autre personnage qui est ici. Alors on voit que j'ai quand même plusieurs ressources sur ce personnage-ci. On pourrait donc essayer d'aller attaquer. Donc je vais faire ici un mouvement de 1, 2. Je suis à proximité donc de l'emplacement ici. Alors je pourrais utiliser mon renifleur ici pour m'en débarrasser, mais je vais plutôt vous montrer l'exemple d'un combat. Ce que je vais faire donc en combat, c'est que je vais dépenser une ressource de la couleur de mon emplacement, donc dans le cas présent, c'est un cristaux bleu, pour pouvoir tourner une première carte. Et là, on voit ici, on regarde le point ici en haut, et c'est un point d'attaque. Donc ça me prend un point. Les gros golems ont 2 points de vie. Tous les autres créatures ont 1 point de vie, à l'exception bien sûr des monstres et du colosse. Donc ici, ça me prend 2 pour toucher, j'ai seulement 1. Par contre, on se rappelle ici que mon personnage a plus 2 d'attaque, donc ça me donne un total de 3, suffisant pour m'en débarrasser. Alors je le prends, je le mets n'importe où sur le plateau, où est-ce qu'il y a un endroit viable. Donc j'ai libéré l'espace ici en l'attaquant. Lorsque on réussit une attaque, on regarde, et là si j'avais tourné plusieurs cartes en dépensant plusieurs gemmes, j'aurais éventuellement additionner les chiffres, donc 1 plus 2 plus 4, donc on voit que ça s'en va en renforcissant, donc plus j'ai plus de chances ici d'avoir des cartes payantes en faisant plusieurs. Et ensuite, lorsqu'on a réussi l'attaque, on regarde les bannières, donc ici j'ai 2 bleus et une jaune. S'il vous reste au moins une action à dépenser, c'est le cas présent parce que j'ai fait un mouvement, une attaque, il me reste une action, je peux bénéficier du bonus, si on veut, de l'icône, d'une des icônes, d'une des bannières qui est présente. On a ça sur notre carte ici. Dans le cas là, c'est bien fait. Donc, on a les 3 bonus correspondants. Moi, j'ai seulement tourné la carte jaune. Et ici, ce que je dis, c'est que je peux bouger un caractère d'une note. Donc, je peux prendre n'importe quel personnage, soit moi ou soit lui, et le bouger gratuitement de 1. C'est mon bonus que j'aurai. Par contre, on se rappelle que le personnage qui est ici, qui est en jeu, m'empêche de bénéficier de ce bonus-là. Donc, malheureusement, je ne peux pas. J'ai utilisé donc ma pierre. Je mets ça dans la réserve. C'est perdu. Mais j'ai réussi à faire ma deuxième action ici. Et comme troisième action, je pourrais prendre une action de bonus avant. Donc, je vais ici me collecter un bleu supplémentaire avec mon Harvest, que je vais mettre sur mon personnage. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est peut-être pas suffisant pour pouvoir avoir assez. Donc, je vais avancer ici pour dernière action, près de faire une investigation sur le colosse. C'est mon but. Je m'approche du personnage. J'aurais pu aussi me rendre ici pour essayer de l'attaquer. Ce que je fais, c'est que je dépense une des ressources. J'ai quand même plusieurs ressources, donc j'aurais pu facilement essayer d'aller éradiquer ce personnage-ci. Ça complète donc le tour de Hanout. Je me dirige pour essayer de faire une investigation sur le monstre, sur le colosse. Alors on passe donc à la phase ennemie, la phase de nuit. Ce qu'on fait, c'est qu'on tourne une autre carte. Et là, j'ai un Storm. Donc le Storm, quand la tempête arrive, on ne la met pas sur le jeu ici, je la mets à proximité de mon jeu de cartes ici, qui est mes ennemis, et ça va donc déclencher l'arrivée d'un nouvel ennemi. Ce que je fais, c'est que je tourne une carte supplémentaire, et ici, donc j'ai le Cani Baroque qui arrive.
On regarde le Canibaroc à l'endroit où est-ce qu'il se place. On met ça ici, donc c'est sur l'emplacement avec le blanc, le bleu et le rose. Donc blanc, bleu, rose, c'est ici. Donc le cannibale arrive ici. C'est un deuxième ennemi qui va arriver. Et on se rappelle qu'ils ont tous aussi des caractéristiques. Donc lorsque celui-ci est en jeu, on a ça ici. Le Canibaroc, il y a une force de 7. Et quand il est en jeu, la moitié des troupes on the island. Ok, donc il ramasse les cartes, les moitiés des troupes sur l'île. Round up. Donc 3. Je prends la moitié des troupes ici et je la mets sur la carte du cannibale. Alors il mange ses propres troupes, mais ce que ça fait, c'est que les jetons qui sont ici, lorsque je vais m'avoir débarrassé du cannibale, ils vont retourner sur l'île. Mais présentement, j'ai moins de personnages ici, donc l'île risque de se vider plus rapidement, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, parce que si j'ai une des îles qui est vide, c'est également une condition de défaite. Alors ça m'aide pas vraiment. Donc on continue la partie. Lui, la Storm est arrivée, on a eu ça. L'autre chose qu'on fait, c'est qu'on regarde si on a des personnages autour de la ville et ils vont rentrer dans la ville. Donc ce que fait la Storm, c'est ce qui arrive, c'est qu'à ce moment-là, on va rentrer dans la ville. C'est une autre condition de défaite. Lorsque tous les emplacements sont occupés ici par des monstres, c'est perdu également. Donc vous avez vu l'ensemble des cartes ici du deck. Le reste, c'est le double. Donc on a chacun des régions qui sont là en 2 exemplaires, qui s'activent selon si c'est la première ou la deuxième carte. Donc ça change. Bon, si on regarde les actions qui me restent à vous montrer par rapport au personnage, l'attaque d'ennemi, on le fait. L'attaque du monstre, si mon personnage s'en vient ici, il peut tout simplement dire je vais défausser des ressources en lien avec mon emplacement. Donc ça me prend soit du vert, soit du bleu, soit du rose. Donc ici, j'ai un rose. On se rappelle que j'ai un vert ici que je peux utiliser, donc je peux le prendre, je pourrais le mettre là. Et je pourrais prendre un bleu ici. Et ce que je fais, c'est que je vais tourner des cartes selon le nombre de gemmes que j'ai. Et je vais additionner les différents chiffres qui sont ici, donc 3, 5 et 1, plus mon 2. Je pourrais également même prendre ma ressource ici, ma relique, la tourner, l'utiliser, rajouter un autre 2 à mon attaque. Et tout ça pour aller me débarrasser du personnage qui est ici, qui a une force de 9. Pourquoi j'ai pas les bonnes cartes ici? Ça se peut qu'ils soient ailleurs dans le deck. Je les ai pas trouvées. Mais ça reste à regarder tout ça. En combinant les deux jeux, c'est pas vraiment évident comme mécanique pour pouvoir bien gérer tout ça. On se rappelle que lorsque j'ai 3 monstres, donc si j'ai un 3e monstre qui arrive ici, on va perdre, ils vont attaquer les machines sur le lieu. On va commencer par perdre le Harvest, qui va toujours être le premier à partir. Le Scavenger, le Harvest va me permettre lui de prendre des ressources. Le Scavenger qui est le deuxième qui part, qui me permet de mettre des fortifications. Et le troisième qui part, c'est la machine, le renifleur, qui lui me permet de débarrasser des ennemis. Donc dans l'ordre, à chaque fois que j'ai un troisième ou un supplémentaire, un mouvement de 3 et plus d'ennemis dans une région, on commence à perdre des machines. Lorsque j'ai plus de machines d'une seule couleur, c'est également une condition de défaite. Donc ça aussi, c'est à gérer. L'ordre d'attaque, comme je vous ai dit, c'est la même chose. Donc on commence toujours par attaquer les gros golems, les troupes et les parasites à la fin. Et les déplacements se font de la même façon. Les golems vont commencer à bouger avant les troupes, avant les parasites qui eux ne bougent pas. On se rappelle que les parasites, c'est un bonus lorsque je peux récupérer sur mon personnage qui me donne un gemme d'une couleur de mon choix. Donc ça, c'est bien. Puis le déposit, on a vu ici que je peux le récupérer pour aller chercher des cartes. Ça aussi, c'est bien. Alors ça complète ma brève explication sommaire des règles du jeu. Il y en a quand même pas mal et c'est beaucoup de petites subtilités. On se réfère souvent au livre de règles parce que comme c'est un mélange de 2 jeux, c'est pas nécessairement les bons icônes qui ont lien avec nos actions à faire. Donc ça devient un peu problématique si on veut. Alors bon, si on passe en revue mes différentes catégories de ma review, commençant par le matériel, rien à dire là-dessus, vraiment de haute qualité. Des cartes de qualité, beaucoup de matériel, des jetons, de belles figurines, le système avec les pierres à enlever, ça aussi c'est très très bien. Des cristaux, un jeu avec un plateau réversible, super. Alors la quantité est là, la qualité est là, c'est bien. Règles, on a le livre de règles ici pour The Fall, j'en ai un pour Ikayon, j'en ai un pour Mystea. Ma revue présentement ne concerne pas les 2 jeux de base qui sont en multijoueur, c'est seulement pour la version coop et solo. Bon, c'est un peu pourquoi j'ai pas les bonnes cartes, ça reste à investiguer tout ça, c'est peut-être une erreur dans l'expédition aussi.
Chacun des personnages aussi ont des pouvoirs qui c'est tout iconographique, mais il faut quand même se référer au livre de règles. Et la carte ici, selon que j'en ai une, selon que j'en ai deux, ça change d'une fois à l'autre. Donc il a fallu que je fasse une première partie en relisant régulièrement les règles. Sachez que ça va probablement être votre cas aussi. Alors un peu complexe au niveau des règles, mais un coup que tout ça est compris, je pense que c'est assez fluide comme jeu. J'aurais aimé un peu plus de cartes de résumé qui me permet peut-être de moins aller référer au jeu. Mais c'est bien. Mise en place, vraiment, dans mon cas, c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup, de prendre deux jeux, mixer ça, en faire un troisième, là, sortir toutes les composantes et juste toutes les ranger dans les bonnes boîtes avec des cartes qui ont le même dos. Ça va être complexe tout ça. Je suis pas fanatique de ce style de combinaison de jeu-là. Je trouve ça un peu ardu comme mise en place. Artistique, superbe. J'aime beaucoup la réinvention du jeu au niveau d'un univers fantasy, mais vraiment dans un autre monde qu'on connaît pas du tout. Le plateau reste générique quand même, donc c'est des couleurs qu'on va retrouver. Par contre, les illustrations au niveau des les boards, les sculptures des figurines, les différentes cartes, c'est très très bien. Donc on a ici différents lieux, des colosses, ça c'est superbe. On a ici les petites cartes qui sont nos cartes d'attaque qu'on récupère de notre jeu, qui ont des caractéristiques et des points de victoire qu'on n'utilisera pas. Mais bon, même chose pour le plateau. L'artistique est très bien. Thématique, c'est un nouveau monde fantasy, ça, je trouve ça assez intéressant avec les îles flottantes qui vont se déplacer, dans lesquelles on va avoir l'atmosphère des deux jeux, je pense, est bien redisposée sur le jeu. Donc des îles qui viennent envahir un plateau de jeu qui représente un lieu avec une ville centrale qui a un genre de tower defense. Ça c'est bien, la thématique fonctionne bien. La mécanique, c'est des choses qu'on a tous déjà vues pour la plupart. On n'a pas réinventé grand chose, à part peut-être le système ici aléatoire des jetons qu'on va aller chercher. Bon, les harvests, nos machines qui sont sur place ici, qui a des actions bonus, ça c'est bien, qu'on peut les perdre. J'aimais mieux par exemple l'aspect de construction que de déconstruction. Lorsqu'on a ici les machines qu'on met sur le plateau dans les parties de base, c'est un élément qu'on n'utilise pas malheureusement dans la version coop. Et peut-être ça aussi au niveau des bannières avec les actions bonus qu'on a ici, qui sont pas négligeables, là, qui peuvent être bénéfiques. Et le fait de pousser sa chance pour augmenter notre chiffre, mais également pour aller chercher des bannières et des actions supplémentaires. J'aurais aimé ça que ça soit un peu plus fort, mais bref, c'est bien. Au niveau originalité, l'activation des machines, ça c'est bien. Ils sont tous sur le plateau, je trouve ça intéressant. Les bonus de cartes comme on vient de parler, ça aussi c'est bon. On n'a pas grand chose d'original par rapport à des mécaniques déjà vues. Ce qui est original, je pense que c'est le thème et c'est l'esprit donc d'originalité et plus au niveau artistique et thématique qu'au niveau mécanique. Au niveau déroulement, on parle de 90 à 120. Moi, ça m'a pris 3 heures à faire ma première partie solo. C'est sûr que je me suis référé souvent aux règles, je suis revenu souvent. À force de jouer, on va se rendre dans le 120. Je pense pas qu'on va se descendre à 90. À moins d'y jouer en solo rapidement après une dizaine de parties. Mais à plusieurs joueurs, ça va rester un jeu qui va être quand même relativement long. Surtout si on additionne la mise en place et le rangement du jeu. Donc sachez que c'est pas un petit jeu. Rejouabilité, on a plusieurs héros. Donc on a ici une série de héros qu'on retrouve dans les deux jeux. Donc ça va jouer avec ça. Par contre, les monstres sont limités à 4 présentement. On a des extensions, il y avait des add-ons pour aller en ajouter que j'ai pas. On a le colosse ici que je peux remplacer par Volfirion, qui est bien, mais je pense que ça va rester sensiblement pareil par contre au niveau du jeu. Donc c'est un jeu qui va être le fun à découvrir, à rejouer. Les parties ne seront pas similaires d'une fois à l'autre. Je pense que l'expérience de jeu va venir avec surtout en mode coop, avec le nombre de joueurs qu'on va avoir et l'atmosphère autour de la table. Iconographie, c'est un jeu qui est uniquement iconographique, on regarde. Par contre, il faut vraiment se référer aux règles parce que c'est pas très intuitif, surtout dans le mode coopératif, puisqu'on a beaucoup d'icônes qui sont présents dans les jeux de base qu'on n'utilise pas.
Alors, j'utilise pas les actions qui sont marquées sur le plateau ici, j'utilise pas ce chart-ci, j'utilise pas les icônes qui sont en bas des cartes. Une addition d'une variante solo ajoutée à partir de jeux existants et non pas une variante construite coopératif solo pour le jeu. Alors, sachez que c'est pas user-friendly malgré le fait qu'il y ait de l'iconographie. Pointage, bon, c'est pas un jeu à pointage en coopératif, on gagne ou on perd, on a une condition de victoire, c'est de se débarrasser de lui, on a plusieurs conditions de défaite, ça c'est bien. Donc c'est ce qu'on cherche au niveau coopératif et solo. Donc un système où on doit trouver la manière de vaincre à plusieurs. Donc la manière, ce qu'on fait généralement, c'est qu'il y a quelques-uns qui vont essayer de conserver les machines, un autre personnage qui va éliminer des personnages et se débarrasser des monstres. L'autre personnage va essayer d'aller investiguer sur le colosse. C'est un travail d'équipe à ce moment-là, mais on va séparer souvent les tâches. Ça reste à voir comment, au fil des parties, j'en ai pas fait énormément, mais c'est le feeling que j'ai par rapport au jeu. Alors, c'est un jeu que j'ai quand même beaucoup de plaisir à jouer. Ça reste un jeu costaud, fluide malgré tout, mais lourd avec beaucoup de mécanique. Pas de mécanique, mais de matériel à gérer. Alors, c'est pas un petit jeu qu'on sort sur le coin d'une table, mais malgré tout, c'est un bon jeu coopératif. J'ai hâte de découvrir les variantes de chacun des joueurs des jeux, qui, d'après moi, vont être encore meilleurs, parce qu'ils vont être conçus pour ça. Là, on a un amalgame de deux jeux qui est correct, mais qui est pas conçu pour un solo ou un coopératif, et ça paraît. Mais malgré tout, ça fonctionne bien. L'artistique est fort, les matériels est très bien, l'originalité du thème, c'est superbe. Au niveau des points faibles, bon, ben, c'est sûr que la mise en place, c'est l'inconvénient, le rangement et tout ça, de mettre ça dans des boîtes séparées, puis d'utiliser des composants qui ne sont pas spécifiques au solo, rend un petit peu plus fastidieux l'apprentissage parce que c'est pas intuitif, il faut aller un peu plus loin. Mais j'ai bien hâte de découvrir ces deux-là. Alors ça y fait une note totale de 71 pour un mode coopératif et solo, ce qui est correct. Je m'aurais attendu à plus, je pense pas que ça vaut la peine de dépenser pour uniquement avoir le mode coopératif solo en additionnant ces deux boîtes-là qui sont très chères. Alors, c'est des jeux à découvrir, je pense, dans sa beauté pour le mode compétitif qui va plus prendre son sens, à mon avis. Mais ça fonctionne quand même bien. C'est pas négligeable d'avoir une version coopérative et solo. Mais c'est pas là qui est à son meilleur, à mon avis. Alors, si vous avez apprécié, pouce en l'air, commentaire à la vidéo. Si vous avez des expériences à partager, n'hésitez pas. Puis, je vous reviens très prochainement avec une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde. Prochaine.